Bienvenue sur The Béjan Basket, les amis. Nous sommes de retour. C'est la saison 2025-2026 et on vous avait préparé beaucoup de surprises. Il y en a qui arrivent, il y en a qui sont déjà arrivés. On va continuer à vous proposer des surprises. Et une de ces fameuses surprises, comme vous pouvez le voir, c'est ces fameux enregistrements en présentiel. Si vous regardez maintenant, normalement, il y a un montage du magnifique studio. Je suis en compagnie d'Alex, de Bastien, d'Andreas qui ont la pêche. Ça va être magnifique. Et avant de venir au sujet du jour, on va d'abord présenter chacun des profils. Alexandre, comment tu vas ? Salut Mélo, ça va, merci de t'en soucier. Petit dimanche, c'est la routine, on recommence là, la saison arrive, on revient aux bases. T'as la forme ? Ouais, quand même, ça va. C'est parti. Allez, Andreas, toi, comment tu vas ? Moi, ça va très très bien. Je suis content parce que on peut se toucher. Il est tout gêné. Et ça, moi, je trouve ça. Il en manque de câlins. L'hiver arrive, on le sent. Moi, je trouve ça intéressant Mesdames. qu'on peut se toucher. Voilà, moi, j'ai les pieds de Bastien à porter. Donc, Alex, peut-être un peu loin, je ressens son amour. Mais moi, ça, j'aime bien. Et j'aime beaucoup le setup. Je suis très, très, très impatient du top 10 de Kobe. C'était pas ça ? Ah, si. Enfin, pour un de nous, oui. Ouais. Pour les autres qui sont plus on n'a peut-être pas lu objectifs, le bon pitch. Bref. Mais du coup, voilà, très content. Et, ça va péter. Et voilà, les gars, et pour cette première, il y a Bastien qui est avec nous. Bastien, comment tu vas ? Bonsoir. Le plus 32. Et oui, ça va très très bien. Content de faire partie d'un live, mais en vrai quoi. Ça, si je peux me permettre, j'ai adoré. Il a tué son micro comme un Oscar. Tu vois, genre, Ouais, content, je l'ai brandi les gars. Je suis heureux d'être là. Je pensais que c'était comme. On coupe. Alors, comment tu vas, Bastien ? Ouais, ça va très très bien. Content aussi que les activités sportives reprennent dans les championnats, notamment en NBA, aussi le championnat belge que j'ai l'occasion de commenter avec Alex. Je vous rassure, il est vrai, je le côtoie tous les Même week-ends. si ce dont je vais vous parler, c'est surtout de ce qui s'est passé hors championnat, vu qu'on va parler un petit peu de championnat d'Europe et du parcours de nos différentes équipes nationales. Magnifique. Jean-Pierre Delchef, accroche-toi. Bon, Sans garde. Impossible à capter. Les gars, vous sentez, ils vont être chauds, ils vont balancer de la grosse sauce là. Bon, les amis, a priori, si on est ici, je ne sais pas si le top 10, à mon avis, ça va être 2 émissions. Je pense qu'on va sûrement séquencer. Donc le top 10, je vais refaire sûrement une intro juste après. Donc là, on va partir plutôt sur la séquence belge et on va voir vers où on va bifurquer. Donc, les amis, donc vous avez compris, on est en pleine forme pour donc cette nouvelle année. En plus, avec du beau monde, et vous allez voir, ça va venir de manière régulière. Vous allez avoir du contenu, vous allez avoir du inside, il va y avoir du terrain. On vous prépare beaucoup de surprises. On va même pas trop vous révéler parce que ça va vraiment arriver dans le courant du mois de novembre, etc., etc. Vous avez déjà vu Alex du côté de Brennes avec les Castors Brennes qui est donc sur le terrain beaucoup. Bastien qui nous avait fait des très belles vidéos et Alex et Bastien qui avait retrouvé les 4 l'an passé. Si vous n'avez pas vu, c'est toujours disponible sur la chaîne. Andreas qui fait toujours des magnifiques previews. D'ailleurs, voilà. Donc il y a d'autres choses qui arrivent et pour notre part, on va essayer d'être vraiment sur le terrain avec les Belges. Et justement, dans cet aspect, c'est là où on va en venir. Là, on est sur en fait une mission, la Belgique, c'est bien la NBA, c'est super, mais les Belges, et donc c'est pour ça que Bastien est là, évidemment, c'est pour préparer la séquence belge. Bastien, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Qu'est-ce qui se passe avec nous joueurs belges ? De qui parle-t-on aujourd'hui ? De quoi parle-t-on ? Écoute, on va faire un petit retour dans le temps pour revenir un petit peu sur cet été qui a été très chargé dans le sens où on a eu les Belgian Cats qui ont commencé évidemment l'Euro 2025. Alors pour rappel, évidemment, les Belgian Cats avaient gagné en 2023. Oui. Elles venaient donc pour defend the crown, comme on dit en anglais, donc remettre leur titre en jeu. Et la moindre, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont fait ça avec brio. Tout à fait. On a eu droit à des scénarios parfois un peu fous. Elles nous en ont fait voir, elles se sont parfois fait peur, elles nous ont donné d'énormes émotions. Alors les gars, j'ai aussi eu envie de vous poser cette question. Que pensez-vous du parcours des Cats et de ce que ça vous a procuré comme émotion ? Moi personnellement, j'avais plus vécu ça pour la Belgique depuis la Coupe du Monde 2026 au football. 86. T'as dit 2026. 2018. 2018, J'ai dit voyons, 2018, Eden j'ai dit Hazard. 2026. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit 2026. T'es devin, tu présages quelque chose de bon ? tu connais Oh quelque mais chose on va peut-être- et les gars, Jérémy Doku. Putain. oui la Coupe du Monde 2018 évidemment, mais moi Ok. c'est voilà les dernières C'est pas ça, émotions hein. fortes. Les dernières émotions fortes vraiment que j'avais vécues pour une équipe nationale, c'était en 2018 avec la Coupe du Monde. Et puis après cet Euro ici des Cats qui a été tout simplement phénoménal.
Génial. Ben, écoute, je vais prendre la main. Désolé les amis, c'est parce que j'y vais d'emblée. Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse les Belgian Cats dans un premier temps. Les amis, double championne d'Europe, un espoir inégalé dans tout sport confondu belge, même à l'international, gagner 2 coupes d'Europe comme ça dans un sport, c'est pas donné à tout le monde. Comme tu parlais d'émotions, effectivement, on a vécu ça du début à la fin. Déjà, il y avait eu les JO qui étaient il n'y a pas si longtemps. Oui. Donc on est resté sur notre fin. A priori, les amis, évidemment. Ouais, c'était un échec, les JO. En tout cas, c'est ce qui a été ressenti par l'équipe. Moi, bon, ça, on pourra avoir une discussion. Je sens qu'on va rentrer dans des débats houleux. Oui, Je dirais pas jusqu'à un échec, mais une grosse déception, du moins. C'était une déception, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah, voilà, parce que voilà, je ne le voyais pas comme un échec dans le sens où la France était une très bonne équipe qui après avait bien joué face aux États-Unis. Moi, j'avais beaucoup aimé leur équipe, donc c'est dans ce paramètre-là. Et donc, évidemment, on est resté sur notre fin, parce qu'on aurait aimé les voir au bout. Elles auraient pu, elles avaient le talent pour. Bon, c'est comme ça. Ouais, face à l'Australie, elles étaient un peu cramées à cause du. Mais face à la voilà, France. par rapport à la France, juste pour faire un aparté par rapport à ce que tu as dit. Alors, bien sûr, la France avait un roster très intéressant, la Belgique aussi. Mais si on voit la physionomie du match, la Belgique doit l'emporter. La Belgique est à plus 15 à un moment donné, tu ne peux jamais te laisser rattraper. On a de la chance de partir en prolongation. Et là, malheureusement, on a notamment une joueuse à 5 fautes. C'était Caroline Skens qui faisait quand même un gros boulot dans la raquette. Et donc là, je pense qu'il y a un goût de trop peu. Et tu le disais, Alex. Des mains. On sait, oui, voilà, mais parce qu'on va chercher cette prolongation vraiment au dernier moment, alors qu'en fait, on avait le match en main. Ouais, et tu fais bien d'en parler parce du coup, je vais utiliser ton argument quand on va revenir ici sur l'Euro et dès qu'on laissera Carmelo terminer son argument à lui, mais c'est une expérience qui leur a été bénéfique à l'Euro, justement. Oui. Surtout quand on voit la physionomie de la demi-finale face à l'Italie et puis contre l'Espagne aussi en finale. Oui, c'est certain, je vous rejoins, désolé, je dois tousser. Exceptionnel. Mais on va dire que globalement, c'est une compétition, je les avais vu jouer à Lille, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Villeneuve d'Ascq même. J'ai vu le match face au Japon, j'avais vu la ferveur des supporters, quelque chose que j'avais rarement vu honnêtement, même niveau football. Enfin, en football, on peut le voir quand même, parce que la Belgique est un peu bankable depuis quelques années. J'ai vu des matchs face au Kazakhstan avec Emile Mpenza, des trucs comme ça à l'époque. C'était pas la même ambiance, mais... 86, non ? Ouais, 86, tout à fait. Genre, là, on y est. Là, on y est, on a la bonne date. Alex était né. Voilà, bien sûr. Mais donc simplement, là, en fait, tout ce truc JO, moi surtout, vous savez, j'habite à Paris, il y avait toute cette ferveur avec les Belgian Cats qui ont été jusqu'où ils ont été. Après le match à l'Australie, où il y avait une médaille de bronze à aller chercher, la 4e place reste historique. Et on va dire, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais la déception était telle d'avoir perdu face à la France que c'est pas ça qui a fait passer la compétition d'un côté à un autre. C'était évidemment ce match face à la France. Et donc, pour revenir au propos du début, avant qu'Alex me coupe, mais avec grand plaisir, mais on revient au propos, c'est simplement de se dire qu'on était évidemment sur un trop peu. Et on attendait évidemment cette fameuse compétition européenne qui est la nôtre. Nous sommes les champions et championnes en titre. Allons chercher cette compétition en se disant, Emma elle est un peu plus âgée, il y a des nouveaux profils, comment ça va se profiler ? Il y a des nouveaux concurrents qui peuvent, comme la France justement, qui rentrent en jeu. Qu'est-ce que ça va donner ? Et c'est sûr que les Cats sont passés un peu par toutes les couleurs, évidemment avec ce match face à l'Espagne qui est maintenant légendaire. Mais en fait, c'est ça qui fait un titre, c'est que c'est très dur d'être, quand il parlait de three-peat, etc., justement avec Kobe, etc. Maintenant, on le voit aujourd'hui, la difficulté en NBA, par exemple, dans toutes les compétitions, de faire le doublé, c'est qu'il faut une régularité, une discipline, les équipes autour évoluent, l'équipe en interne évolue, donc et surtout là on parle de compétition qui se joue sur 3-4 ans. C'est pas un championnat qu'on va dire t'es l'année d'après, on va dire tu restes relativement dans la même tranche d'âge. Donc c'est un exploit de pouvoir se renouveler et de pouvoir regagner. Et les Cats, même si voilà, c'était un peu plus laborieux sur certains aspects, et nous ont sorti un match d'anthologie après avoir mal joué un temps face à l'Espagne, et avec cette magnifique séquence qui l'interception était de, j'ai oublié, j'ai un trou. Antonia Delard, bien sûr. Incroyable, qui moi, j'avais posté ma réaction qui était genuine, honnête, et vraiment en live, je m'étais filmé, je me suis dit, on sait jamais qu'est-ce qui se passe. Et je pète un câble, comme n'importe qui, je pense, parce que vraiment, on le croyait perdu ce match. Donc c'était un plaisir de vivre ces émotions avec les Cats. C'est effectivement, on n'a peut-être pas vécu ça depuis 2018, voire 86, on est de la génération d'Andreas et Alex. Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Carmelo, c'est vraiment aussi, quand on est champion en titre, on a une cible dans le dos. Ouais, toujours plus compliqué. Et donc, c'est vraiment sans doute le statut le plus compliqué quand toutes les équipes t'attendent au tournant, où tu sais que c'est un peu le challenge, même pour des équipes un peu qui ont ce statut de outsider, de vouloir faire tomber les champions en titre. Et malgré tout, on a vu même dans les matchs de qualification, dans les matchs de poule,
une équipe de République tchèque qu'elles ont affrontée à domicile. Et ça a déjà été un premier test très intéressant où elles ont été mises un petit peu en difficulté. Et puis c'est vrai qu'arrive cette demi-finale, parce que le premier quart est passé relativement facilement, où elles font vraiment un match très complet. Mais la demi-finale contre l'Italie, là par contre, on sent qu'elles sont dans peut-être un petit off-day au niveau de la réussite et où elles sont mises en constante difficulté durant tout le match. Et c'est justement là qu'on voit l'expérience peut-être qu'elles ont aussi acquise grâce à cet échec, cette déception en tout cas de 2024 au JO de Paris, mais où là il y a eu vraiment une victoire au caractère. Elles sont allées chercher avec les tripes et elles ont mis le shot décisif au bon moment, notamment Tania Delard qui là sort déjà un peu une action magique. Et alors c'est vrai que ce match, cette finale face à l'Espagne, franchement me laisse sans voix. Ah oui. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que après le coup de sifflet, il m'a fallu une demi-heure avant vraiment de réaliser et de vraiment me réjouir, parce que je dis mais qu'est-ce qui vient de se passer quand t'es encore à moins 11 ou moins 12 à 2 minutes 30 de la fin. Honnêtement, pourtant je suis un éternel optimiste, mais j'y croyais plus trop parce que je voyais bien que ça ne tournait pas en attaque. Les shots ne rentraient pas et puis là ils ont ce momentum qui arrive au meilleur moment et c'est là qu'on se dit elles y sont vraiment allées avec caractère et c'est peut-être une accumulation de toute cette expérience acquise auparavant qui a été remise en lumière et où elles ont été le plus altruistes possible et où chacune ont porté alors qu'elles n'en ont pas, mais elles en avaient où il fallait, elles les ont déposées sur la table. Ouais, c'est de l'expérience aussi qu'a ramené le nouveau coaching staff. Il ne faut pas sous-estimer ça, on le rappellera jamais assez, mais Mike Thibault c'est une légende du game, il connaît très très bien le basket féminin. Et je pense qu'il a ramené une certaine sérénité aussi de se dire ok, même quand ça tourne pas, c'est pas grave, on joue sur nos atouts, on reste serein. Et c'est vrai que par rapport à ce que dit Bastien, dans les dernières minutes face à l'Espagne, offensivement, ça calait un peu, ça tournait moins bien. Et même si on allait chercher Emma pour essayer de faire la différence, même les shots d'Emma ne rentraient pas, alors qu'on sait que la pression ne fait pas peur à Emma. Mais donc oui, moi je pense que l'échec, la déception, si on peut plutôt parler de déception des JO, a servi à ce groupe et nous ont fait une campagne vraiment extraordinaire. Et maintenant, il y a vraiment la place, l'espace pour se projeter vers les compétitions internationales qui arrivent. La Coupe du Monde 2026 d'abord, on est qualifié parce qu'on est championne d'Europe. Alors, on en parlait en off, même s'il va y avoir en mars ce long voyage en Chine, parce qu'il faut jouer les qualifications. Voilà, moi je suis d'avis, après je ne suis pas dans les petits papiers des gens qui décident à la Fédé, mais de prendre un maximum de jeunes pour ne pas user les cadors. Et puis, au-delà de ça, j'en discutais avec Sven, que j'ai pu interroger cet été, Sven Van Cap, qui est donc le directeur sportif, on va dire, de l'équipe. Avant la Coupe du Monde, il y a réellement 2 mois après la saison où ils vont pouvoir travailler avec l'équipe. C'est-à-dire avec toutes les joueuses qui n'iront pas pour le coup là en WNBA, mais ça fait quand même une majorité des joueuses. On l'a vu cet été, des joueuses WNBA belges, il n'y en a que 3-4 grand max, mais donc ça veut dire que tu vas pouvoir travailler avec ces jeunes, enfin avec le groupe, et puis surtout tu vas pouvoir inclure les jeunes dans la préparation, et c'est important. Et puis évidemment objectif qui arrive bientôt. Ouais, mais bien sûr. Et puis tu auras encore l'Euro avant ça, l'Euro qui se passe chez nous. Hein. On est aussi qualifié en tant que pays host. Donc là aussi, mettre à profit les fenêtres de qualification pour bien travailler, inclure des jeunes. On va y venir aux jeunes parce que, comme l'a dit Bastien, c'était un été chargé et toutes nos jeunes ont bien performé. Toutes nos équipes de jeunes ont bien performé, hormis les U16, on détaillera ça un tout petit peu plus tard. Et donc arriver aussi à la Coupe du Monde 2027 parce que à l'Euro 2027, mais là les 2 principaux objectifs clairement c'est la Coupe du Monde. Il faut une médaille internationale, pas juste continentale. Ça c'est l'ambition, je pense, du staff technique, du staff sportif, du coaching staff, des joueuses et aussi les JO, parce que les JO ça risque d'être la tournée d'adieu en quelque sorte aussi de Emma qui aura 35 ans je pense à ce moment-là.
Donc, très bel été des Cats, on ne peut être que satisfait. Je pense qu'il y a un bel engouement, ça fait des années. Je pense que ce deuxième titre est venu encore rajouter un engouement supplémentaire. Ouais, de ouf. Et tu le vois de partout où elles vont, c'est plein à craquer, même dans des plus petites salles comme à Braine par exemple, où elles avaient fait un match dans leur tournée de préparation avant l'Euro. C'était plein à craquer. Un public très, très familial, beaucoup de jeunes filles. Et voilà, c'est vraiment une génération dorée, à l'instar de nos Diables Rouges de 2018. Tu peux juste vérifier si ta cam filme bien ? Ouais. Ok, c'était juste, je voulais faire un chat parce que j'avais l'œil sur là, j'avais pas sur celle-ci. J'en profite pour caler une petite anecdote vraiment très rapide. Pour venir faire ce tournoi, je suis venu en train tout simplement dans le Ouigo. Et le contrôleur m'a réveillé alors que j'étais parti pour un joli sommeil. Pour arriver, retrouver Amsterdam, l'autre. Voilà, oui, c'est ça. On allait me retrouver à Amsterdam. Et en fait, au moment de me réveiller, il y a mon voisin qui a en profité pour me faire la conversation de manière très anodine. C'était un néerlandophone qui habitait du côté du Huc. Voilà, ça, on s'en fout un peu, entre guillemets. Mais ce qui était drôle, c'est que parlant dans la conversation, on est venu à parler, ah oui, je fais un podcast de basket, voilà, je lui montrais un peu la page et tout. Il a trouvé ça très sympa, voilà. Et le mec suivait pas trop le basket. Je lui ai dit, oui, je vais aller bientôt, d'ailleurs, petit spoil, le 4 novembre, suivre le match de Becky Massey et Julie Van Loo. Merci au Basketland qui m'a donné l'accréditation. Et ça, c'est quand même génial. Pour un beau match de Euroleague entre deux Belges. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'y vais et tout, grâce à ça. Et pourquoi je vous dis ça ? Simplement parce qu'il ne connaissait pas les... Enfin, Julie Van Loo m'a dit, oui, ça me dit quelque chose. Becky Massey, il ne connaissait pas. Toumani Camara et Jay Mitchell ne connaissaient pas. S'il ne suit pas la NBA, ça peut être compréhensible. Je lui ai dit Emma Messman. Alors là, le gars, il a fait, mais bien sûr, Emma Messman, c'est pour dire justement que c'est joueuse. Elle a eu le mérite sportif de l'année. Emma. C'est une première en basket. Je voulais le dire et on peut applaudir Emma Messman rien que pour ça. Tout à fait, mais c'est pour vous dire que, en parlant avec un gars qui n'a aucun attrait pour le basket, il connaît des noms. Il connaît les noms, mais même, en fait, j'ai vraiment vu ses yeux s'illuminer en disant, bah oui, c'est Emma, quoi, tu vois. C'est Emma. À partir de ce moment-là, tu sais, c'est quand tu parles de stars, du football, de n'importe quel sport, de n'importe quel domaine, que tu es en mode, bah, bien sûr que je connais, quoi. On parle pas de n'importe qui. Et ça, c'est quand même fou. Oui, c'est fou et c'est amplement mérité. Parce que c'est vrai qu'elle nous fait encore ici, je l'avais dit en prédiction dans la vidéo, je dis, elle sera MVP de ce tournoi. Elle a assumé son statut et Dieu sait encore une fois si c'est pas facile quand on arrive favorite et quand il y a une telle pression sur tes épaules en tant que joueuse phare. Et elle a assuré, même lorsque c'est vrai que la finale, c'est certainement pas son meilleur match, mais son leadership, son aura, fait pour elle. Et honnêtement, on pourra peut-être, quand on fera l'amalgame avec la NBA, mais j'ai envie de la comparer peut-être à un LeBron dans la façon dont elle va adapter le style, le rythme du match à son propre tempo. Parce que, et c'est comme ça qu'elle peut aussi aller dans la longévité. C'est quelqu'un qui ne va jamais non plus se mettre tellement dans le rouge parce que c'est elle-même qui va pouvoir gérer un peu ce rythme. Elle connaît son registre de jeu, elle sait dans quoi elle est bonne, dans quoi elle est moins bien. Exactement. Et ça, c'est une force. Parce que tous les joueurs, si on pense à des joueurs de aparté, c'est parce qu'on suit beaucoup la NBA, mais tu sais, un Russell Westbrook, même si je trouve que les gens exagèrent, ou des joueurs très athlétiques et qui ont du mal à renouveler leur jeu, qui font pas long feu, Derrick Rose, ce genre de joueurs, c'est justement qu'ils savent pas justement se dire ok, il faut que je reconvertisse mon jeu et que je fasse que le jeu s'adapte à moi plutôt que l'inverse, ou que je m'adapte. Enfin voilà, il faut moduler quelque part, mais ça demande une maturité, une discipline qui est propre à ces athlètes d'exception qui traversent l'histoire en fait, le sport pour devenir ces GOAT tout simplement. Ouais. Et honnêtement, elles ont remporté ce titre, ce deuxième titre. Mais je pense que leur plus belle victoire, et on en parlait, c'est tout l'engouement qu'il y a derrière. Incroyable. C'est de se rendre compte que dans un sport collectif, elles ont marqué l'histoire déjà en ayant la plus grande affluence dans un stade. Je pense qu'on est aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de 17-18 000 personnes. C'est pas quelque chose comme ça du côté d'Anvers ? Plutôt 11-12 000. Il faudrait vérifier les chiffres, mais... Oui, non, mais tout à fait. Quoi qu'il en soit, ça reste énorme. On est allé les voir sur un écran géant, les gars. Mais oui, mais pour vous dire, je vous ai dit, on a eu de la chance quand même que l'île Villeneuve d'Ascq, c'est une proximité avec la Belgique. Justement, on leur dit un pèlerinage avec tous les maillots rouges, blancs qu'il y avait sur place. Mais c'était d'une beauté de voir justement ce stade terrain de Villeneuve d'Ascq arrosé, envahi par les supporters belges. Et c'était, je ne sais pas dire autrement que c'était d'une beauté sublime. Et en plus, on parle féminin parce qu'évidemment, le sport... Généralement, il y a toujours un côté très masculin on va dire pour les performances, on va dire en termes physiques. Mais là, elles montrent qu'elles apportent tellement de choses différentes.
elles sont impressionnantes. C'est pas juste, disons, vous savez, des mauvais parleurs pourraient dire oui, c'est juste pour donner un peu plus de place, mais foncièrement, ça intéresse qui? Non, mais là, le basketball c'est féminin, incroyable. C'est extrêmement professionnalisé ces dernières années. Oui. On le voit quand on regarde les compétitions internationales, Non, mais le ça plus joue. haut niveau européen ou international, encore une fois. Et donc ça fait évoluer le sport tout simplement, et quand tu te professionnalises comme ça, c'est normal que quand tu es mieux encadré, quand tu fais plus attention à ta diététique, à la manière de t'entraîner, voilà, tu as de plus en plus de monde qui devient compétitif. Et le basket féminin a vraiment été propulsé, on peut voir les chiffres aussi de la WNBA, ça a été extrêmement suivi, et honnêtement les gars, si vous voulez voir un beau match de basket, n'hésitez pas. Le basket féminin, c'est le plus bel exemple, je trouve, du sport collectif qu'on peut retrouver. C'est certain, mais récemment, vu qu'on est dans les apartés, là, en WNBA, il y a eu une finale récemment, avec Joe Wilson qui a fait une saison stratosphérique. Ça a été vu nulle part. Deepoy, meilleure marqueuse, MVP, championne. Son palmarès à 28-29 ans. Ouais, 30. c'est ça. Mais Il est effrayant, il est 4 fois MVP. T'es là, Andreas? T'es avec nous? Oui, bien sûr, il était dans l'ombre. Alors, il a Attends, entendu le W, puis il a entendu NBA. On l'a entendu, il a entendu féminin, il a fait... Oh ça va être très coupé. Hein. ça passe pas à la cam, ça, malheureusement. Mais ça passe Gilles. pour moi. Gilles, compte sur toi. Ouais, Gilles, on compte sur toi. Mais donc, A'ja Wilson, récemment, la WNBA, évidemment, pour ma part, et j'espère que vous faites pareil pour l'instant, parce que je ne sais pas si ce sera toujours le cas, le pass WNBA était à 35 €, ce qui était une aubaine. Certes, la saison est plus courte, mais quand même, des matchs tous les jours. Et c'est un plaisir, évidemment. J'ai suivi Julie Van Loo, évidemment, qui était du côté des Sparks avec Julie Allemand, Emma Messman qui a rejoint ensuite les Liberties de New York. Ouais. Il y a eu Kara Lisken qui a fait un petit passage. Malheureusement, ça n'a pas été propice. Mais on va dire que c'était tant mieux pour l'équipe nationale parce qu'elle avait à un moment parlé de se concentrer sur sa carrière WNBA. Ça a permis d'être avec nous pour ce double titre de championne d'Europe. Donc, on va dire tant mieux pour nous. Désolé, Kara, mais je pense que ça va. Elle a été double championne, donc je crois qu'elle s'en remet bien. Tout ça pour dire que, non, vraiment, c'est un vrai sport d'engouement. Pour avoir aussi vu un match là-bas sur place, quand j'avais été à New York, c'était sublime, avec Rachid Méziane. Non, c'est un sport qui est global. Et honnêtement, j'ai perdu tout à fait mon argument. Il y a autre chose que je voulais dire et ça ne me revient pas. Mais si ça me revient, je referai une déclat. C'est pas grave, on digresse. On digresse un peu. Ok. Donc nous avons bien parlé des Belgian Cats. Je vous propose, si vous n'avez peut-être rien à rajouter par rapport à ça, qu'on se penche peut-être un tout petit peu sur les jeunes avant de passer aux Lions. Ah oui, je sais exactement ce que je voulais dire, je viens de m'en rappeler. Je me rappelle simplement de cette fois, on a été morti à la diffusion du documentaire sur Toumani Camara, et il y avait, comment il s'appelle déjà, vous savez, celui qui fait des vidéos néerlandophones, Average Rob. Ah oui, Average Rob qui était présent dans le documentaire, et vous savez, on avait fait une petite séquence qu'on avait postée sur les réseaux, il avait un truc qui est très juste, il a dit, mais en fait, les superstars du basket, elles sont pas masculines, c'est les Belgian Cats, les stars. Bien sûr. C'est elles qui mettent, et ça c'est rare, et c'est le basket quelque chose sur la carte en Belgique, bien sûr. Et ça c'est très très rare, je pense, internationalement, dans n'importe quel pays, que vraiment, celles qui mettent en avant le basket, parce que vous savez, nous on essaie de le faire avec Toumani et Jack, que vous voyez ici, les beaux maillots, sont les femmes qui mettent le basket sur la carte, et en Belgique. Et ça c'est une belle chose, parce que c'est assez rare. Je pense qu'avec le temps, ça a amené à changer, mais c'est vraiment quelque chose ça fait très belge en fait, parce que la Belgique, on a un pays toujours un peu spécial, c'est le surréalisme. On est décalé par rapport aux autres. Et voilà, on est très décalé. Et je sais pas, si on parle du gouvernement. Vous voulez chanter à Brabançonne tous ensemble? Non, pas trop sûr. Les enfants de... Ah merde, ça c'est Yves Le Terme, ça. Merde. Ah oui, c'était ça, merde. Mais donc, simplement, c'est pour dire... oui. Mais donc... Mais simplement, c'est pour dire que ça, c'est vraiment un côté qui est très belge, et je pense qu'on peut en être fier aussi de nouveau avec cette anecdote. Ouais. Je vais peut-être juste terminer en donnant une petite info par rapport à nos Belgian Cats. Je reprends juste le petit article pour être certain de ne pas me tromper. Parce que nous avons, si je ne m'abuse, un documentaire, voilà, le documentaire justement qui va sortir, Defending the Crown. Il sera probablement sorti quand on postera le podcast, je pense. Oui, voilà, ce sera le lundi 10 novembre, donc à mon avis, il faudra peut-être un petit peu de temps. Je rêvais de dire ça. Mais... Ce sera sorti au moment où... Ouais.
Mais donc voilà, un documentaire pour vous dire justement à quel point ce doublé a été épique. Il y a même un documentaire qui sort qui s'appelle Defending the Crown et qu'on a hâte de voir. Certainement. Ok, donc les amis, on vient de parler un peu des Cats. On va aller dans l'ordre chronologique parce qu'on a nos jeunes aussi qui ont bien performé durant cet été. Mais ça se fait chaque été finalement. C'est vrai que le championnat des Cats et des Lions, à chaque fois, c'est 2-3 ans d'écart. Ici, c'est chaque année. Et donc, les premières à rentrer en jeu, c'était les U18 féminines. Les U18 qui ont terminé à une très belle 4e place dans la division A. Ce qui signifie donc vraiment le top 4 européen chez les jeunes. On peut aussi quand même parler de quelques belles performances individuelles, à savoir la fameuse Jada Lynch, Oui. fille d'un certain Brian Lynch qui a bien connu les parquets belges. Et la maman. Et la maman qui, elle, n'a pas grand-chose à voir avec le basket. Mais la mentalité. Mais la mentalité et le sport féminin, on disait chez nous en Belgique, on a surtout des emblèmes féminins dans le sport. Kim Clijsters, évidemment la maman de Jada Lynch. Et donc on sait, elle a ce mindset, cette joueuse-là, elle joue maintenant également aux États-Unis et c'est un vrai prospect, un vrai potentiel pour rejoindre, espérons, prochainement les Belgian Cats. Laura Vilsinskas également, première du championnat en termes de rebond, qui a aussi fait la préparation avant l'Euro avec l'équipe vraiment senior, phare, l'équipe senior. Très beau profil. Donc voilà, on verra un petit peu dans quelle mesure elle pourra peut-être venir en backup aussi d'Emma. Elle joue plus ou moins au même poste. Et donc ça, c'est quelque chose quand même. Voilà, c'est les deux joueuses que je voulais vraiment mettre à l'honneur dans les 18. Donc très beau parcours de nos jeunes Cats. Puis on arrive au U20 chez les garçons. Les Lions, qui eux, ça a été un parcours peut-être un peu plus On te laisse y aller tout droit. compliqué. De quoi tu dis? Tu veux peut-être dire 2-3 trucs? Moi, T'as tu des choses peux. à dire Non, mais C'est pour aller plus vite, C'est quand même simplement. rebondir, c'est tout simplement, puisque même si c'est pas encore paru sur la page, j'ai quand même donc fait une interview avec Sven, je le disais tout à l'heure, qui est donc le directeur sportif, pas non seulement des Cats, mais vraiment de toute l'aile féminine au niveau national et aussi de la fédération néerlandophone. Et contrairement au U20, dont on parlera un tout petit peu plus tard, puisqu'on fait l'ordre chronologique des tournois cet été, c'est vrai que dans cette génération U18, tu as une équipe, mais tu as surtout 4 profils de potentiels vrais futurs stars. Vraiment. On a Laura qui, effectivement, comme tu viens de le dire, meilleure rebondeuse. Elle joue en D1 belge ici encore cette année à Malines. Et l'année prochaine, elle se dirigera vers la WNBA, pardon. Je saute une étape, la NCAA féminine. Jada qui fait sa dernière année en high school. On a vu du talent. Il y a Aniki Bedi aussi. Aniki Bedi qui est la partenaire de raquette de Laura déjà aussi à Malines et qui va aussi aller en NCAA l'année prochaine. Donc il y a déjà une complémentarité entre les deux, ça se voyait. Et puis il y a Zen. Zen, c'est un peu le couteau suisse à la Antonia Delard, j'ai envie de dire. C'est la glue girl d'une équipe, mais peut-être avec un peu plus de talent parce que on l'a dit, le basket se professionnalise de plus en plus et donc ça se fait aussi dans l'encadrement des jeunes, etc. Donc il y a vraiment 4 profils. On l'a dit aussi, Zen et Laura ont fait déjà des préparations avec l'équipe A. Ici, si je ne me trompe pas, puisque j'ai pris la liste des joueuses qui sont convoquées pour la première fenêtre de qualification pour l'Euro 2027, Laura, Zen, je le dis bien, Laura, Zen et Annie sont toutes les 3 appelées dans la sélection. Donc on a une équipe qui a de la profondeur, mais on a surtout 4 joueuses, 4 profils vraiment importants. Tu sais, parce qu'on a déjà eu ces discussions aussi, Mélo, Bastien, Andreas, de se dire « Ah là là, quand Emma Messman va prendre sa retraite, qu'est-ce qui va se passer ?» Qui va reprendre la suite. Suite. Est-ce qu'il y a de quoi reprendre la suite? Et ça, moi, je dois avouer que, tant en ayant regardé les U18 que les U20, et après discussion, encore une fois, avec Sven, il y a quand même de quoi faire derrière. On n'aura peut-être plus une joueuse aussi exceptionnelle en termes de talent pur et de domination du game. De toute manière, on parle d'une meilleure joueuse de l'histoire, donc compliqué. Exactement. Mais on aura des joueuses suffisamment fortes pour avoir un collectif très très fort et continuer à aller titiller les plus grandes nations et à jouer des médailles européennes et internationales. Donc voilà, nos U18, c'est vraiment
4 profils qui tirent le haut un collectif dans lequel il y a quand même de la profondeur, des joueurs plus discrètes, mais tout aussi importantes, qui se fondent parfaitement dans un effectif, contrairement au U20, où là, il y a un vrai collectif, mais on y reviendra plus tard. Oui, et juste pour revenir par rapport à cette transition d'avoir un collectif très solide, pour faire la comparaison avec les Cats actuels, elles se connaissent aussi depuis des années parce que aussi en équipe jeune, elles jouaient déjà l'une avec l'autre. On pense notamment à Emma Messman et Julie Van Loo, mais qui se connaissent depuis vraiment les U16, voire même avant. Julie Allemand et Chiara Liskens, c'est pareil. Donc c'est évidemment, étant donné qu'elles ont joué ensemble, qu'elles ont fait tout leur parcours dans ces équipes nationales, c'est pas comme si c'était des joueuses qui ne se rencontraient et qui jouaient l'une avec l'autre qu'à quelques occasions par an, quoi. On sent ces automatismes et le fait d'avoir déjà un collectif bien huilé et des profils aussi dominants aussi en U18 et qui montent ensemble, ça c'est révélateur aussi pour la suite. On espère avoir une deuxième génération dorée qui puisse suivre et succéder à celle-ci. Parlons maintenant très rapidement des U20 Lions. Alors eux, ça a été un parcours beaucoup plus compliqué en division A. Avec quand même des sacrés morceaux à devoir affronter. Mais ils ont tout de même assuré la mission de rester en Division 1 en terminant 12e. Donc ça s'est joué à très peu. Mais job's done. Voilà, peut-être pas avec la meilleure des manières, mais ça a été fait. À retenir quand même qu'ils n'ont jamais perdu que de 4 points contre l'Italie qui a terminé champion. Donc voilà, ils étaient capables quand même de sortir des belles prestations, mais on a à chaque fois eu un peu ce goût de trop peu. Ça me fait penser à cette interview que tu as avec Sven que j'avais regardé. Sven, tu lui posais la question, tu voyais... en fait, je sais que tu étais très critique, à raison, sur les jeunes, on va parler des Lions, etc. Ouais. Et tu lui demandais justement, est-ce qu'il n'y a pas une déception ? Et Sven, justement, par rapport à ça, il dit... C'est compliqué aussi d'assurer, on va dire, une continuité entre des équipes qui jouent 1 ou 2 ans après. On est un petit pays, on n'a que 11 millions d'habitants, on ne peut pas sortir des stars à toutes les générations. Et justement, dans ces compétitions, il y a la division A, la division B. Et donc, il y a des années, on va dire, où ton roster peut être un peu moins fort que l'équipe qui l'a précédé. Et parfois, l'objectif, c'est pas... Idéalement, c'est de faire du résultat, mais parfois, c'est juste de se maintenir déjà pour peut-être la génération suivante, qui sera peut-être l'équipe qui va permettre de justement marquer son empreinte. Et parfois, il y a des équipes de transition et qu'il faut être peut-être un peu moins critique. Et c'est une réflexion que je trouve intéressante. Et non, effectivement, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est important de dialoguer. Nous, on a notre métier à faire en tant que journaliste, mais c'est pour ça que c'est important de dialoguer avec les gens de la fédération pour comprendre quelle est la vision. Parce qu'effectivement, nous, en tant que journaliste, on veut ou même en tant que supporter, si on met la casquette de journaliste de côté, on est axé et on regarde avec attention le court terme, le résultat à court terme. Mais il faut voir à moyen, long terme. Et donc, c'est pour ça que ces échanges avec eux sont importants. 2 remarques par rapport à ce que tu viens de dire. Pour les U20, totalement d'accord. À noter aussi que ce n'était pas notre équipe A. Il y avait beaucoup d'absents. Je pense à Oscar Guiltet, qui a signé en NCAA cet été, qui n'était pas là. Je pense à Noah Mason aussi, le meneur d'Ostende, qui a signé en NCAA, qui n'était pas là. À qui d'autre je peux penser, j'avais d'autres noms en tête, mais voilà, on parle potentiellement parce que cette équipe manquait de taille. Là, j'en ai discuté aussi avec Marjorie Carpréau qui était dans le staff des U20. Ça fait 2 joueurs du starting 5 déjà qui ne sont pas présents. Donc ça te change une physionomie d'équipe et puis de tournoi et de la manière dont tu l'abordes. Et effectivement, les objectifs, parfois, ne sont pas simplement de performer. Alors, on l'espère, c'est effectivement ce que dit Sven. Mais en se maintenant en A, tu permets à la génération suivante, comme tu l'as très bien dit, de continuer à jouer et à se frotter aux meilleures nations mondiales. Mais pour un petit pays comme la Belgique, aussi, parfois, ces catégories d'âge, c'est juste important... De l'expérience. De l'expérience, et c'est pour les projeter vers l'équipe A. Donc, c'est un projet long terme. Exactement. Et c'est vrai que j'ai été le premier à le dire en off dans notre groupe, etc., à être très critique face au U20, parce que je pense qu'il y avait, même en ayant une équipe B, moyen de faire mieux. Je pense qu'une fois qu'ils ont assuré la survie, qu'ils se sont sauvés en division A, ils ont terminé un peu l'Euro en roue libre, ce qui explique cette 12e place. Donc voilà, j'étais critique d'abord sur les U20, je ne me cache pas là-dessus, parce que je pense qu'il faut être critique aussi quand on veut se montrer ambitieux, quand on veut avoir des ambitions. Mais à partir du moment où
via ces discussions, encore une fois, avec la fédération, les gens qui gèrent ces On structures-là, nuance le propos. on nuance le propos parce qu'on se dit ah ok, peut-être que c'était nous, on avait des attentes trop élevées, on ne savait pas quels étaient les objectifs réels de cette équipe. Et ben voilà, la fédération a été claire. L'objectif de l'équipe, c'était de se maintenir en A. Objectif réussi. Tout à fait. Ah Bastien, ouais. tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était plus ou moins tout pour les U20. Maintenant, on peut peut-être faire. Oui, pour les U20, je dis bien. Mais on peut faire la transition par rapport aux U18 qui, eux, malheureusement, n'ont pas réussi cette mission. Non. Donc, les U18 Lions, donc encore une fois, les garçons, eux, terminent à la 15e place et sont donc relégués de la division A à la division B avec un parcours décevant. Et notez tout de même une individualité, un profil très intéressant. C'est notre petit jeune en fait qui évolue aussi en U16 et qui honnêtement est déjà venu engranger de l'expérience avec 2 ans d'avance et qui lui déjà dans cette catégorie-là a montré un potentiel très intéressant. Ce jeune qui se nomme Aaron Onaembo. Voilà. Retenez le nom. Retenez le nom parce qu'effectivement, pour ceux déjà même qui connaissent un peu le basket, mais pas forcément le basket européen, mais juste le basket belge, c'est un nom qui n'a pas dit grand-chose parce qu'il est parti très très vite en dehors de la Belgique. À 13 ans, il a signé au Real. Le Real qui est un des meilleurs clubs d'Europe, qui joue l'Euroleague, qui a un très bon centre de formation. Il y a un certain Luka Doncic qui est sorti de l'école de jeunes du Real Madrid. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Inconnu au bataillon. Du paddle, non? Ok. Donc, Aaron, effectivement, il est en avance sur son âge. Et on le voit, là, il a décidé de quitter le Real, de ne pas rester. Il part aux États-Unis en high school, où il est avec la prep prolifique ou prolifique prep, je ne sais plus exactement. C'est un truc du genre. Mais pour jouer, de toute façon, avec les U18, avec des gens qui ont 2 années supplémentaires que lui. Et je pense que ça se voit, c'était encore plus flagrant quand il jouait avec les U16, on en reparlera aussi des U16. Il a dominé. C'est que en fait, physiquement, il est déjà habitué à jouer contre plus âgé que lui et plus dur que lui. Donc Aaron, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment le futur de notre basket, ça c'est Bien indéniable. sûr. MVP, tout à fait. Oui, avec les U16. En U16. Avec les U16. C'est vrai que je m'avance un peu. Oui, mais non, mais c'est très bien parce que là, on peut directement déjà en parler des U16. Alors, moi, j'ai juste une dernière chose à dire sur les U18. Il y a quand même Jaden Hodge, le plus jeune des 2 frères Hodge, qui a fait une belle compétition. Malheureusement, il se blesse. Tom Kassongo, c'est pas trop mal. Tom Kassongo, c'est très bon. Il fait un bon début de saison à Cholet. Mais c'est vrai que les U18, c'était décevant. C'était décevant parce qu'on l'a tout de suite vu. Parfois, en fait, je pense que ce qui a conditionné leur tournoi, c'est cette baffe contre la Serbie, où ils perdent 30, 40 points. J'ai pas aimé la déclat d'après-match du coach. Je sais pas si vous l'avez en tête. Non, et moi, je le dis très clairement. Et bon, ça. Tu as vu sa déclat? Non, je n'ai pas sa déclat, mais... Si je peux la partager rapidement, simplement, en fait, il a dit, quand tu joues les GOAT, voilà, ça arrive. Ça, pour moi, ça va pas. Tu vois, quand tu as une mentalité de juste dire c'est les GOAT, prendre plus 30, c'est chaud. C'est même pas plus 30, pardon. Non, c'est plus 70, en fait. Parce que c'est je me disais bien que c'était... Voilà. Et en fait, le problème, c'est, OK, t'encaisses 106 points parce que t'arrives pas à stopper les adversaires, ils sont vraiment trop forts. Mais tu peux pas te permettre de scorer 36 points. C'est pas normal, 36 points. T'avais vraiment l'impression de voir une équipe de U18 face à des U14. Je veux pas taper sur les joueurs parce mais voilà. Mais moi, je trouve que là, pour le coup, la structure autour de cette équipe n'était pas bonne. On ne voit pas des joueurs intrinsèquement, on en veut à la structure, à comment ça a été pensé. J'en nombreuses fois parlé avec Bastien. Moi, personnellement, je m'interroge de la pertinence aujourd'hui, dans le basket actuel, d'avoir un coach comme Daniel Guttals pour coacher des jeunes U18. Je te rejoins. Je le dis, mais voilà, maintenant, j'ai pas la solution. Encore une fois, je le dis, il faut discuter avec la fédération pour comprendre quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs ambitions, la structure qu'ils veulent mettre en place. Parce que ça, en l'occurrence, c'est une chose dont j'ai discuté avec Sven Van Kamp, mais c'était plus pour les filles, mais ça s'applique aux garçons également. Il me parlait des Espagnols, des équipes féminines d'Espagne. Il me disait, de l'équipe A à l'équipe U16,
ça joue de la même manière. Toutes les équipes de jeunes espagnols, ça a été l'or cet été, chez les filles. En Belgique, tu n'as pas ça. Les équipes, il n'y a pas un fil conducteur. Je rejoins Sven quand il dit voilà, c'est un tremplin vers l'équipe première, mais pour que ce tremplin soit d'autant plus efficace, il te faut ce fil rouge entre les catégories. C'est-à-dire que tu dois avoir des principes de jeu clairs, qu'importe les profils des joueurs, ça après, en tant que coach, tu t'adaptes tes plays si tu veux, mais la manière dont tu veux défendre, l'état d'esprit avec lequel tu arrives sur un terrain, voilà, toutes ces petites choses-là qui font que, oui, dans le basket masculin, contrairement à contrario au basket féminin, on est un peu en retard. Oui, on a des irrégularités et c'est vrai qu'on parlait justement de cette continuité. C'est vrai que si on doit absolument adapter soi-même en tant que jeune joueur son style de jeu quand on arrive en U16 et puis qu'après on fait l'équipe U18 mais que finalement c'est plus du tout le même roster, c'est plus le même fonctionnement sur le terrain, devoir à chaque fois s'adapter sur très peu de temps, rappelons-le aussi, mais c'est quelque chose qui est évidemment très compliqué et c'est là que l'osmose, la symbiose ne se fait pas nécessairement sur le terrain et qu'on peut s'interroger sur certains choix tactiques, notamment le choix aussi de la fédération de choisir tel ou tel coach. Donc voilà, ça c'est évidemment des choses dont on pourrait discuter longuement. J'ajoute juste une dernière, comme ça on clôture sur les 18 fins, j'imagine. Oui. Bon, c'était bien Prolific Prep, je vais vérifier pour Aaron, l'équipe qu'il a rejoint. Et à côté de ça, la sélection de Queckenbosch Terence, Queckenbosch qui a été discuté, justement, certains disent que c'est un haut profil qui joue en Espagne, et donc le questionnement sur sa présence au tournoi, pourquoi n'a-t-il pas été sélectionné si en Espagne il a déjà, je sais plus, j'ai oublié tout dans les sélections, mais je vais être très clair sans citer de nom parce que je n'ai pas encore toutes les informations nécessaires qui pourraient me permettre de faire du name dropping, mais dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait le centre de formation à WBB, qui ont été dans ce milieu-là. J'ai discuté avec ces personnes-là. Toutes me disent, c'est pas un tabou, ça se sait, il y a du copinage. Il y a du copinage. Et ça, il faut être très clair. Quand tu veux faire grandir un sport, ce n'est pas possible. Pour toi, il y a... Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu fais passer du copinage dans des sélections de jeunes au lieu d'essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive, c'est problématique. Et c'est problématique, je dirais même, à un double niveau. C'est-à-dire que derrière, quelle est la relation que tu as avec ces jeunes-là et comment tu fais pour derrière venir les récupérer une fois qu'ils sont adultes, professionnels, pour leur dire « Ah viens jouer en équipe nationale avec les Lions ». Selon toi, ton take, ce serait de dire qu'en ce moment, dans la fédération, dans cet institut-là, comme on est fait, c'est qu'il y aura quelque chose de très amateur où le copinage, on va dire, une certaine amitié, peut-être, les bonnes relations priment au-delà de l'aspect méritant et sportif de certains joueurs. Je ne vais pas parler d'amateurisme, je vais dire plutôt qu'il y a des choix politiques. Politique. D'accord, très bien. Écoutez, on reviendra dessus, mais prenez le take. Et Bastien qui concorde. Bastien, tu partages Oui, dans le sens où on en reparlera certainement aussi avec la sélection de l'équipe senior des Lions. Mais on sait bien, c'est parfois ce genre de... dès qu'on est dans un processus de sélection, et peu importe, ça se fait aussi dans toutes les fédérations, dans tous les sports. Mais c'est vrai qu'encore une fois en Belgique, on pourrait parler de plusieurs fédérations, pas seulement du basket. Où là on aussi, a un autre exemple là tout récent en athlétisme qui montre qu'il y a des problèmes. Et où c'est purement politique. Et on n'est pas toujours derrière le sportif ou la sportive. Et voilà, après c'est toujours très compliqué aussi de sélectionner des jeunes parce que finalement... C'est sur un laps de temps très court. Ouais. On parle à ce moment-là de tu as tel ou tel profil et on en oublie au-delà simplement de parfois le talent pur, de la mentalité vraiment. Ouais, de la mentalité. On dira peut-être on te considère trop petit, on te considère peut-être à devoir travailler tel aspect du jeu, mais t'es jeune, c'est normal, tu vas encore évoluer même au niveau physique. Mais regarde aussi un peu la grinta de certains joueurs. Et ça, c'est parfois quelque chose qui est en tout cas, et on l'a remarqué très fort avec les Lions ici, à manquer, clairement. D'accord. Mais écoutez, prenez la réflexion de nos confrères Alexandre et Bastien qui évidemment
aussi joué au basket, donc il y a aussi un côté très inside, je trouve, de joueurs, de ressenti aussi, je pense, qui est intéressant. Et au-delà de ça, évidemment, ces discussions avec Sven, qui mériteraient sûrement un développement, et vous inquiétez pas, on en parlera une autre fois, ce sera discussion. L'intérêt, le but, c'est comment peut-on développer nos joueurs, les mettre dans les meilleures conditions, sélectionner les meilleurs joueurs, évidemment en termes de basket, pour un jour préparer cette sélection avec les Lions. Pour ça, pour vous, on va aller discuter avec les gens de la fédération et on va leur poser la question. S'ils acceptent notre invitation, on toque à la porte, s'ils ne veulent pas, on l'enfonce. Et ça, c'est de ce qu'on aime. Bastien. Voilà. Oui, écoutez, on peut faire juste une mini-transition avec les U16 garçons, par contre, qui là étaient en division B. Qu'on peut applaudir, je pense, quand même. Ah oui, bien sûr. Oui, division B, et qui termine vice-champion de leur division. Dommage. Oui, avec cette toute petite défaite d'1 point contre la Pologne, et qui pourtant, à voir leur parcours, on les a sentis lancer et aller jusqu'au bout. Incroyable. Ils ont vraiment, là par contre, on a des profils qui ont été très intéressants. Maintenant, alors c'est pas du tout pour enlever l'exploit aussi de leur prestation, mais ça restait la division B. Mais justement, là, l'important, c'était de dire, OK, on a peut-être là une équipe compétitive, on doit aller chercher cette qualification. Et on aurait même pu aller chercher ce petit titre. Donc ça, c'est peut-être la chose qu'on pourrait avoir comme regret maintenant, honnêtement. Pour le reste, c'est un parcours très, très, très important à souligner, avec notamment Aaron Onaembo qui a terminé MVP de ce championnat. Dommage pour la petite dernière action. 2e joueur du championnat en termes de scoring. Wow. 4e en efficacité. Et l'équipe est 2e au championnat en termes d'assists, 3e en termes d'efficacité, 2 points par match. Donc voilà, on voit vraiment une bonne régularité, surtout d'un point de vue aussi offensif. Donc là, des profils vraiment qui se sont révélés et qu'on espère pouvoir suivre aussi au fur et à mesure dans les prochaines sélections. Et remarqué à l'international, moi j'ai vu honnêtement pas mal d'articles sur Aaron. Beaucoup de personnes parlaient de lui, même pour des trucs, des drafts NBA. Genre, je l'ai vu vraiment, son nom apparaître, c'est quelque chose que tu vois très rarement, mais internationalement, il y a une hype autour de Aaron. C'est pas juste chez nous, évidemment. Non, c'est clair. Ouais. Internationalement, il y a une hype autour d'Aaron et qui est justifiée, évidemment, vu son talent. Mais honnêtement, puis, oui, c'est difficile à objectiver, mais il a vraiment ce qu'on appelle l'aura. On le voit sur le terrain, mais c'est vraiment un aura, quoi. Mais il dégage quelque chose. C'est Shai, c'est Andrés, je comprends pas. Là. Oui, mais non, c'est quelque chose de. Andrés, t'es encore là ? Voilà, il a le ballon, il se passe quelque chose. C'est certain. Vraiment, on voit qu'il agit vraiment. Il a un peu ce rôle de franchise player naturel. Oui, j'ai beaucoup aimé son leadership. Non pas en termes de productivité sur ce qu'il apportait dans un match, mais vraiment dans son body language, dans sa manière de parler avec ses coéquipiers, etc. On sent que il évolue à un autre niveau en club que ses coéquipiers. Et donc cette expérience-là, il la ramène avec lui et il la partage. Mais après, voilà, c'est pas le seul. Il y a peut-être comme une plus belle génération U16 que U18. Et puis surtout, pourquoi cette remontée en division A est importante ? On parlait de tremplin. Ça veut dire que la prochaine génération U16 qui va arriver, ça va rejouer le top européen. Donc c'est ça qui est important. Ça, c'est une chose par contre que je regrette, c'est que cette génération-là, l'année prochaine ou dans 2 ans, va de nouveau être confronté à la division B. Et ça, c'est un peu dommage. On aurait aimé les voir se frotter au top européen. Mais voilà, Aaron est vraiment au-dessus dans cette génération-là. Tu parlais de Tom Kasongo, c'est U16, c'est pas U18. Mais effectivement, Tom, très très bon. Pour l'avoir assez bien vu, parce qu'on savait qu'il a été transféré au Spirou cet été, il y a Jules Rotsart aussi, qui était un peu la doublure de Aaron. Autre type de meneur, beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus moins flashy, mais pas pour autant moins efficace. Très propre. Donc très altruiste. Très beau profil. Max Van de Keer, très beau profil de Trendy. Vraiment. Et puis on a quand même quelques profils assez athlétiques. Dylan Eviara, pardon, j'ai écorché le nom. Iviari Manna. Je pense juste que là, il faut travailler la grinta. Écoutez, alors les gars, je pense qu'au niveau des jeunes, on a plus ou moins fait le tour. On pourrait peut-être juste reparler du beau parcours de nos U24, qui elle termine 5e de la division A. Donc c'est chouette parce qu'on a vraiment les U18 4e, les U20 5e. Ça reste vraiment des performances là aussi collectives très prometteuses.
Allez, c'est dommage quand même là que nos U16 étaient honnêtement un peu trop courtes et donc sont relégués en division B. Mais voilà, d'abord aussi se projeter sur l'avenir de nos Cats, vraiment l'avenir peut-être plus proche. Et puis espérons que les U16 auront encore ce temps de mûrir pour arriver en U18 et là encore se confronter à une division A qui d'ici là elles auront peut-être engrangé pas mal d'expérience. Parce que là aussi, chez les U20, il y a des candidates qui sont déjà dans l'effectif des Cats ici pour la fenêtre de qualification qui arrive. Je pense notamment à Alicia Courtiot, Bien sûr. de Brennes, qui fait un excellent début de saison, tant en championnat qu'en Eurocup. Très Premier talentueux. match d'Eurocup, elle a planté 17 points. C'est quand même pas rien. Toujours dans cette équipe brennoise, il y a Renée Deneys. Renée Deneys, elle est plus dans les catégories U20 parce qu'elle a 21 ans déjà, c'est une U23, mais elle avait fait la préparation avec les Cats avant l'Euro en attendant que Julie Allemand et Julie Van Loo reviennent de WNBA. C'est aussi un chouette profil. Donc, faut pas oublier que on la considère plus comme une jeune, mais Nastia Claessens Tout à fait. n'a que 21 ans, les C'est amis. fou. C'est hallucinant. Donc, les U20, très bien. Mais les U20, là, en l'occurrence, moi, personnellement, c'est ce que je disais par rapport aux U18, c'est un vrai collectif. C'est-à-dire que tu as 5 joueuses qui sont à plus de 10 points, 10-11 points. Ça tourne. J'ai vraiment découvert des profils, là, sur le coup. Je pense notamment à Pauline Bayard et la de Clercq. Mais très beau parcours. Et effectivement, les U16, c'est la preuve que même chez les plus jeunes, le niveau, la compétitivité est vraiment forte. Tout à fait. Ok. Je propose que simplement, félicitons même tous ces jeunes évidemment pour leur parcours. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres, mais dans tous les cas, ils sont jeunes, ils ont l'avenir. Ils jouent un sport qui n'est pas facile, le basket, c'est un sport très compétitif. Ça pardonne pas. Donc félicitations à tous ces jeunes. On espère que vous continuerez à bien progresser. Dans tous les cas, il faut avancer le basket en Belgique et ailleurs. Ok les amis, après avoir bien parlé des jeunes, évidemment, qu'il y a eu des beaux parcours, des moins beaux parcours, voilà, on reviendra encore, c'est pas fini pour eux, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. On va parler d'une équipe dont on n'avait pas encore parlé, c'est évidemment les messieurs, les Belgian Lions. Bastien, qu'as-tu à nous dire sur ces Lions, sur leur parcours? J'ai déjà entendu qui a fait ce c'est Alex. Ok, mais écoutez, je pense que regardez, il y a deux là. Ah non, pas du tout. oui, voilà. Tu sais quoi, Melo, tu viens déjà de souligner un des premiers problèmes. Si jamais normalement vous avez un plan Avant calme, de c'est parler de Toumani résultats, Karma et AJ Mitchell. Avant de parler de résultats et Oui. pour ne rien spoiler, j'aimerais quand même dire qu'on termine juste derrière l'Espagne à l'Euro. Et ça fait plaisir. Maintenant, on termine 18e. Bon. Et l'ambition était L'écart. L'ambition. Dépasser l'écart. Oui, non, en effet, des ambitions qui étaient relativement élevées au départ. Les paroles, c'est bien. Mais les actes, c'est mieux. Et les actes, malheureusement, pour ça, il faut avoir les acteurs. Et sans acteurs, on ne sait pas tourner un bon film. Donc ça a été très compliqué parce que... Titanic avec Kev Adams, c'est pas la même. Je te ça coule encore plus profond, mais d'une autre manière. Ouais, c'est les cheveux qui doivent, à mon avis, tirer vers le bas. Non, le gros problème, c'est qu'on a été vraiment de désillusion en désillusion au fur et à mesure des semaines et des jours avant l'Euro. C'était crescendo, quoi. Genre, on s'est mangé baffe par baffe en mode... Ils sont tous tombés comme des mouches. Reality expectation. Oui, oui, c'est vraiment ça. On pourrait presque en faire un contenu de mode Instagram reality. Enfin, voilà, c'est ça. Où on a eu une hype qui a commencé avec vraiment ces espoirs qui ont duré longtemps. On nous a un peu fait... ils se sont laissés désirer nos deux NBAers qui, en plus, vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, ont tout de même fait des saisons à titre personnel remarquables, même si... Voilà, AJ a eu cette blessure, mais honnêtement, dans un roster très compétitif, toutes ces rentrées en jeu ont été impactantes. Donc on avait évidemment de grosses attentes au niveau de cette équipe nationale, avec pour la première fois peut-être 2 joueurs NBA qui allaient pouvoir rejoindre le roster et avoir une dynamique totalement différente. Malheureusement, malgré les déplacements de certains membres du staff aux États-Unis pour tenter de convaincre, on a senti qu'il y avait un blocage qu'on pourrait éventuellement débattre. C'est des choses, c'est compliqué évidemment de pouvoir mettre des mots dessus. Quoi qu'il en soit, l'impact il a été énorme parce qu'on est parti vraiment
on sentait, je pense, aussi au niveau de l'engouement, alors peut-être pas le même que chez les filles, parce que le statut de l'équipe nationale masculine n'est pas encore le même que les Cats. Elles ont mis quand même la barre très haut. Mais on a senti, je pense, une certaine émulsion qui était en train de naître au sein vraiment de la communauté belge et des supporters. Si tous nos joueurs sont dispo, finalement, qu'est-ce que ça donne? Toumani, AJ, Tess de Reader, Rétino Bassoan, Manu Lecomte, ça commence à faire une belle petite équipe, mine de rien. Oui, et ça, je pense qu'à ce moment-là, les quarts de finale n'auraient, j'ai presque envie de dire, pas été, ça aurait été le strict minimum à atteindre. Malgré, on sait bien qu'un euro est très compliqué à jouer. D'ailleurs, le niveau de l'Eurobasket ici, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais très bel euro. Ouais, c'est un magnifique euro avec des équipes qu'on n'attendait peut-être pas et qui finalement se sont révélées. La Turquie, peut-être, si vous regardez Andreas, il n'a pas trop aimé le non, match. la Grèce a eu. Oui, mais non, la Grèce, je trouve finalement, c'est peut-être retrouvée à la place à laquelle elle devait être. Mais on a eu vraiment la Turquie qui a été une révélation, la Finlande qui sort la Serbie. Donc on se rend compte que finalement, il n'y a plus, comme avant, des réels favoris. À pouvoir prédire au départ. Je trouve que ça a été très compliqué parce que toutes les équipes, les outsiders, elles ont surpris. C'est vrai. Il y avait un tel niveau sur un match, tout peut jouer et c'est ça qui était captivant dans cet Euro. Et la Belgique aurait clairement pu jouer ce rôle d'outsider avec, comme tu disais, nos deux NBAers, avec Rétino Bassoan qui a quand même été le gros scoreur vraiment dans la campagne. Et on pense à Tess de Reader aussi. Et ces gars-là, finalement, et c'est ça qui nous frustre. Je le dis en tant que fan acharné, il y avait du potentiel, mais il y a des choses qui ne sont pas 100% expliquées ou n'ont pas été dites. Parce qu'une surcharge physique, on peut l'entendre, mais quand on est prêt, quand on a fait toute la préparation, qu'on est à la fin de la saison, tu as eu 1 mois et demi avant de vraiment te lancer dans l'Euro, et 2 semaines avant, tu dis que tu as une surcharge physique. Pierre-Antoine Gillet, alors tu me disais Alex que visiblement c'était en fait annoncé qu'il n'était même pas censé faire les qualifications, puis on lui a un petit peu forcé la main, c'est bien ça? Pour être très précis, c'est vrai que c'est une des choses qui dérange, c'est que quand moi j'entends qu'un Pierre-Antoine Gillet avait apparemment été très clair avec la fédération, à savoir qu'il allait arrêter parce que le niveau international stop, qu'il n'a plus envie d'être loin de sa famille, c'est des longs déplacements, c'est compliqué pour tout athlète. À partir du moment où lui est clair, je ne comprends même pas pourquoi il se retrouve dans la sélection. Oui. Alors oui, ok, Pierre-Antoine Gillet est un taulier de la sélection, il a 34 ans, il a son expérience, etc. Mais si lui te dit qu'il ne veut pas être là, qui va mettre un terme à sa carrière internationale, pourquoi tu le reprends dans la préparation ? C'est un spot qui n'est pas libre pour quelqu'un d'autre. Et ça veut dire que la personne que tu prends... aurait pu être là. Oui, et la personne que tu prends pour le remplacer passe moins de temps avec l'équipe. Oui. Et donc, soit elle n'est pas prête pour l'Euro, soit elle arrive à l'Euro, mais elle n'est pas prête. Ça, j'ai pas fait attention. J'ai pas été revoir qui avait pris la place de Pierre-Antoine une fois que l'annonce a été faite. C'est pas forcément du poste pour poste, mais il y avait plusieurs joueurs dans la rotation. Mais c'est ça en fait. Et Alex, je rebondis sur ce que tu dis, mais avec tous ces joueurs qui se sont désistés pour des raisons personnelles qui n'ont pas toujours été très claires, soyons francs. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on a vraiment dû trouver un peu des solutions de secours avec les joueurs qu'on avait finalement sous notre main. T'es dispo, ok, tu viens. On a l'impression vraiment que c'était une agence d'intérim. Je suis désolé de le dire, mais c'était ça, quoi. Il nous manque un poste, viens. Et ces gars-là, ensuite, sont arrivés dans les pires conditions possibles. Donc ça, je pense qu'il faut quand même pouvoir le reconnaître. Et en même temps, et c'est ça qui moi, m'a un peu exaspéré quand je regardais les matchs, tu as malgré tout, même si les conditions ne sont pas bonnes, tu as cette occasion de porter la vareuse de ton équipe nationale. Est-ce que c'est pas le plus bel honneur que tu dois avoir en tant que sportif de haut niveau ? Oui. Et ça, on l'a pas senti. Ça, on l'a pas senti. On n'a pas senti cette grinta, cette envie de cette mentalité de la gagne, cette envie de remporter, de se battre sur chaque ballon. Et ça, quand tu regardes les matchs de l'Euro et que tu vois que dès les premières minutes, les mines sont déconfites, pour moi, ça c'est inacceptable. Un aveu de faiblesse. Oui, mais non, mais tu peux pas remporter un match dans une compétition si serrée et si disputée quand déjà tu regardes tes baskets dès le premier panier raté ou le panier encaissé. Donc il y a 2 belles mi-temps sur toute la phase de groupe. Ouais, non. La deuxième face à Israël où ça se rebelle un peu.
Et puis ouais, tu vas battre la Pologne qui Ben oui, mais était déjà Ah oui, la qualifiée. Pologne. Parce que peut-être t'as plus la pression, Parce je ne que- sais pas, mais L'Islande, ok, tu gagnes, et mais c'est laborieux. t'es mauvais. Hein. C'est laborieux. Non, je suis très d'accord. Ça se bat jusqu'au bout et on n'est pas loin d'un. Je rappelle qu'on est derrière. Hein. On est derrière quasiment tout le match. Et L'Islande donc, qui est porté juste par son géant, entre guillemets, parce que ouais, bien sûr, ça briquait comme pas possible. qui nous a fait beaucoup de mal. Et donc c'est vrai que ce que Bastien dit, c'est ce que, et je pense que ça, tant Marjorie que Maxime ne m'en voudront pas de les citer à ce moment-ci, mais c'est vrai que au niveau de la mentalité, de la grinta, de cette envie de se faire mal, de tout donner, en Belgique, il faut évoluer là-dessus aussi. Tu vois, de se dire que, parce qu'on a des exemples, leurs maillots sont là. On a des exemples désormais de joueurs qui peuvent réussir au plus haut niveau. Qui vont inspirer la nouvelle génération. Oui, Bien sûr. Et Bien au-delà, sûr. au-delà de leur talent, comme Et- on dit, c'est vraiment Mais au-delà du talent, je suis la désolé. grinta qu'ils auraient pu apporter à cette équipe qui aurait sans doute porté le reste. Toumani Camara, c'est un profil de joueur bien spécifique. Toumani Camara, il s'est créé un spot en NBA grâce à quoi? Trini. La Grâce à Grinta. sa defense. Tu vois? Donc, ok, t'as 14 ans, t'es peut-être le meilleur joueur de ton équipe, tu penses que t'es déjà... Alors, il y a ça aussi, on est dans une société de manière générale où on est très sur le soi, sur le paraître, tout ce genre de choses. Et donc, très très jeunes, ils sont très très vite confrontés aux réseaux sociaux, à la critique ou à l'inverse, aux compliments, aux praises. Donc, tout ça pour dire que moi je pense que ça c'est le plus gros truc à faire, mais ça, on en revient à la formation pour le coup, c'est de dire aux joueurs, donnez tout ce que vous avez. C'est certain. Et Qu'il n'y ait pas de regret. Qu'il n'y ait pas de regret au moins. Oui, Il exactement. y a des joueurs, comme le dit Bastien, qu'on a vu à 7 € qu'on va plus jamais voir sous la vareuse belge. Hein. Exactement. J'aimerais intervenir d'abord avec un truc léger, après dans le sérieux. Déjà, ça m'a fait très rire quand tu as parlé de Gilet. Andreas, il a ouvert un onglet Pierre-Antoine Gilet. Il l'a découvert en direct. Non. Je l'ai vu jouer. Je il l'a l'ai vu mis jouer. sur Non. Google. Là, Non. il a dit OK. Ah, OK. Je voulais juste. Assume maintenant. Ça- Non, je vous jure, je savais qui Il est en train de c'était. lire la bio Mais Wikipédia. je voulais là. juste voir son âge parce que ça fait longtemps que je le vois lui. Et je me dis, mais il a quel âge? Ah ouais, il a non, jamais eu 24 beaucoup de ans. cheveux. Hein. Voilà. Mais Andreas, tu peux 34 lui demander des non, conseils. je vous jure que je savais qui c'était. Oui, Pierre-Antoine et Gillet, légende honnêtement, de stand. Et j'ai tout le respect du monde pour Pierre-Antoine Gillet parce que ça a été un gars exemplaire Ah non, mais il a justement en tant toujours que répondu capitaine. Il a toujours amené ce leadership et on l'a encore vu ce week-end. Je vais te dire récemment, une oui, chose, qu'en l'occurrence, ça ne vient pas de nous, ça vient d'un des joueurs de Charleroi. Oui. Qu'est-ce que nous a dit Ziki après la rencontre? Regardez Pierre-Antoine Gillet. Force pas le jeu, il laisse le jeu venir à lui. Ce qui est important pour lui, c'est de gagner, c'est le collectif. S'il met pas ses plus de 10 points ou si ça va moins bien en shot, rebond, passe, etc. Exact. Et c'est aussi ça à un moment donné, de se dire, on n'est pas une nation, on en revient à ça, on n'est pas une nation, si on compare aux grandes nations de ce sport que le basketball, on n'a pas un vivier de talent infini. Ok? Donc à un autre moment, Ouais, mais Réaction d'André. ouais. Et Ah, mais à attends, cause de quoi? mais on est un petit pays, on a 11 millions d'habitants. Mais Tu peux je suis tu pas peux d'accord. Je suis pas fournir, d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur la taille du pays. C'est la culture qu'on a changé. La Croatie, ils sont 3 millions d'habitants. Tous Mais les ans, alors, ils te sortent d'accord, des joueurs mais- de foot. L'Uruguay, ils sont 3 millions, ils te sortent tous les ans. Moi, je veux bien te Et- faire une comparaison sur cette euro. Island. Moi, ce qui me pose problème, c'est que tu prends juste un pays comme le Portugal, première qualification depuis fort longtemps. Eux sortent de leur groupe, et leur groupe, c'est pas un petit groupe. Hein. Turquie, Serbie, Lituanie, t'es 4e derrière parce que tu bats les nations que tu devais battre, à savoir l'Estonie et la République tchèque. Mais pourquoi? Parce que tu as un effectif qui est construit autour de leur meilleur joueur, qui est un joueur Bien sûr, NBA, qui qui sont n'est dispo. pas une grosse star, Mais qui est dispo. Et qui et- se dont le donne, contrat n'est pas assuré non Pour plus. le Portugal, ils se tuent, quoi. C'est tout. Exact. Mais La juste- culture, elle a changé. La culture, elle a changé. Les gars, donc, si je peux revenir Les profs. justement, je vais revenir sur ce que Bastien disait, c'est justement avec cette série de déceptions en chaîne qu'on a pu avoir justement en amont de la compétition. Et c'était justement par rapport au timing, c'est justement de se dire, ok, admettons, Retino Bassoan, surcharge physique, Toumani, AJR, raison contractuelle, Toumani rentre sur sa 3e saison, AJR rentre sur sa 2e, il a été blessé. D'accord, mais vis-à-vis du timing, quand tu annonces au début vouloir faire une qualification historique, les quarts, tout le tralala qui va derrière, a priori,
Tu peux pas faire une communication comme ça et derrière se retrouver continuer, dans les une fois que tu as tous ces déconvenus, c'est pas possible. dire l'objectif reste le même. Ouais. Parce que justement, on faisait la comparaison, c'était le point de ma vidéo, pour ceux qui s'en rappellent, où je me réveille d'un rêve où Test de Reader, AJ, Toumani, ils sont dispo et on écrase l'Espagne, je sais pas. Mais quand tu as 2 NBAers, T'as joué dans Plus belle la vie, non toi? Ouais, franchement, ouais. Je l'ai travaillé cette séquence, j'ai fait. Ouais, ils ont fait couper, ils m'ont dit c'est bon, toi tu vas jouer le prochain Tarantino. Super. Ah ben voilà, il me dit ça tourne, mais justement parfait. Mais ok, Toumani et Jay, admettons, mais il y a un problème parce que comme tu mentionnes le Portugal avec ses Cueta qui était bien là, mais donc quand on voit par exemple des équipes comme le Portugal ou des grandes nations Slovénie, leurs joueurs NBA sont bien là. Les joueurs NCAA et Test de Reader pas présents, ok, un nouveau chapitre, Vrens Blaenberg. Nouveau chapitre en NBL qui est un peu chelou en ce moment, je ne sais pas s'il va jouer ou pas, c'est toujours très très flou. Ils ont annoncé, non, finalement il n'est pas retenu, mais en même temps il n'a pas fait de mode communication sur une nouvelle équipe, il me semble. Non, il est toujours sans club à l'heure actuelle. Voilà, donc tout ça pour ça. Mais donc quand on voit tous ces joueurs et le timing, c'est-à-dire que c'était au fur et à mesure, comme on va dire, des baffes, tu vois, prends ta première baffe, prends une deuxième baffe jusqu'à la fin, et puis tu arrives à la compétition, ben voilà ton équipe. Et j'entends les joueurs qui disent ok, oui, c'est triste, tu vois, le côté un peu, mais il y a des nouveaux joueurs qui vont pouvoir s'illustrer. Je suis très content pour tous ces joueurs s'ils ont une première expérience internationale, mais on parle d'un sport compétitif, de la seconde compétition la plus grosse après les JO. Si on parle, enfin voilà, tu pourrais penser à la Coupe du Monde, mais on ne parle pas de n'importe quoi, on parle de l'Eurobasket. C'est pas tous les jours qu'on a l'Eurobasket. Tu dois envoyer tes meilleurs soldats. Sans les joueurs NBA, sans les joueurs NCAA, avec le timing, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme vous avez dit, une fois dans la compétition, ensuite, ok, c'est pas les joueurs qu'on a, mais que dit-on de la mentalité, de qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Effectivement, on a vu trop peu. Je pensais même à mettre des joueurs que j'aime bien, Hans Van Wen, etc., que par moment, je me disais, mais c'est pas exactement le joueur que je connais, ou exactement. Bako, j'aime bien un Bako, honnêtement, moi. Enfin, en fait, je trouve qu'il est maladroit, mais j'aime bien son activité. Ça pourrait être mieux. Je sais qu'Alex, il ne concorde pas sur moi sur tout. Mais quand on voit un Manu Lecomte, ses pourcentages n'étaient pas toujours bons, mais il y va. Non, mais Manu a été le meilleur belge de la compétition. De très, bien très, sûr, très loin. avec évidemment ce game winner exceptionnel qui a été remarqué internationalement de nouveau. Mais effectivement, c'était un bel Euro, il y avait des belles équipes, mais même sans compter nos joueurs, déjà, bon, si on balaie cet aspect, dans la compétition en elle-même, je sais que Bastien, il s'arrachait les cheveux dans les groupes WhatsApp devant les matchs. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Pourquoi? Et il n'en a plus. Ben oui. Mais donc à ce moment-là, on peut se poser des questions sur beaucoup d'aspects. La communication de l'équipe, qu'est-ce qui est fait a été mis en place pour que les joueurs puissent venir, la communication vis-à-vis des personnes, comment tu prépares ce groupe à arriver dans cette compétition, et ensuite dans la compétition, qu'est-ce que tu leur communiques, comment les joueurs se sentent. Il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas cliqué, et c'est franchement regrettable, tout simplement, parce qu'on avait le sentiment on a raté une occasion. Et c'était ça le propos. C'est ok, oui, on peut se dire c'est du basket, etc. La prochaine, il y a peut-être LG Toumani, mais là, on sentait vraiment qu'il y avait un créneau pour la Belgique avec nos différents joueurs et qu'on l'a loupé, tout simplement. Oui, et j'aimerais rebondir sur 2 choses par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est au vu des absences et donc des joueurs qui ont été convoqués, je pense aussi, et j'en ai eu aussi la confirmation parce qu'ils s'entraînaient au Bloquerie à Louvain-la-Neuve et des gens étaient présents au Bloquerie et ont pu observer aussi un petit peu les entraînements. Étant donné que tu es de toute façon appelé comme roue de secours, je pense que certains joueurs ne se sont pas sentis en danger dans cette sélection. C'est-à-dire que de toute façon, je ne suis pas là et quoi ? Et donc ce fait d'avoir aussi au sein même de l'effectif moins de concurrence, je pense que certains ont un peu abordé cette compétition en étant un peu en dilettante. Ça, c'est la première chose et pour moi, ça, c'est inacceptable. Je dis les choses parce qu'encore une fois, c'est le plus bel honneur de ta carrière, je pense, pour tout sportif, tout sport confondu, de représenter ton pays. Et ensuite, et là, je te rejoins à 200% quand tu dis on a loupé une occasion. Et la première occasion, c'est de remettre le basket masculin sur la carte. Surtout qu'on pouvait surfer sur la vague que venait d'instaurer vraiment les Belgian Cats. On a eu vraiment, oui, tu dis, voilà, un boulevard, un tapis rouge déroulé grâce aux filles, où on a senti le public qui était chaud, il y a eu des écrans géants installés partout. Et là, regardez un peu combien de supporters on a vu en déplacement.
Oui, il y avait juste. Je pense que s'ils étaient 10, c'était beaucoup. Thomas Contant de mémoire, qui est le super fan belge qui était tout seul dans les stands. Il était tout seul et il y a même eu des articles sur ça, quoi. Limite plus que sur les prestations de nos Belges. Alors que quand tu vois les Polonais, les Israéliens, et les Islandais, les Islandais, ça se déplace. C'est la moitié de l'Islande qui s'est retrouvée là-bas. Mais encore une fois, c'est une question de culture. Oui. On en revient à la même chose. La Belgique n'est pas un pays de sport. Hein. Très honnêtement. Oui, bien sûr, on n'a pas une culture. En termes de mentalité, la Belgique n'est pas du tout un pays de sport. Et c'est regrettable. Oui, c'est regrettable, d'autant plus que on est déjà un pays assez complexe et c'est certainement pas la politique qui va nous rassembler. Et c'est le facteur le plus, je trouve, qui réunit le plus, c'est vraiment le sport. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec les Cats, c'est que ça a fait du bien. Et c'est ça qu'on peut être d'autant plus frustré de l'Eurobasket de nos Lions, parce qu'en effet, il y avait vraiment moyen de réaliser quelque chose de grand pour le basket en règle générale et pour le bienfait du sport collectif aussi en Belgique. Je vais dire une dernière chose, puisque de toute façon maintenant l'Euro est passé, là on a un peu débriefé entre nous. Il n'y a plus qu'à se tourner vers l'avenir. On a certainement manqué quelque chose cet été. Et ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'on est en train de se dire la prochaine fenêtre, elle est très 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 loin. Ouais. Parce que là, ce qui va arriver pour les Lions, c'est les qualifications pour le mondial. En saison, donc ici en novembre, il va y avoir aussi des matchs pour les Lions, il va y en avoir en février. En saison, tu ne pourras pas compter sur tes joueurs NBA, ça forcément c'est exclu. Tu ne pourras pas compter sur tes joueurs qui sont partis en NCAA, exclu aussi. Nos joueurs qui jouent en Euroleague, c'est pas sûr que les clubs d'Euroleague laissent partir tous leurs joueurs. Alors, c'est pas une critique envers Ismaël, mais de ce que j'ai vu, et tu me confirmeras, son temps de jeu est famélique en ce moment à Paris. Même pas 5 minutes par match. Et donc, honnêtement, c'est pas fameux, désolé Ismaël, mais il faut se mettre dedans. Il pourrait être libéré. Mais donc voilà, c'est quand la prochaine fois qu'on pourrait avoir nos Avengers tous ensemble. Alors j'ai prêté attention au calendrier des fenêtres de qualification. Il s'avère qu'on va jouer 2 matchs en juillet. En juillet, a priori, la NBA c'est terminé. Donc on pourrait avoir AJ et Toumani qui sont là. Mais encore une fois, et d'autres joueurs qui sont outre-Atlantique, hein, on est d'accord. Mais encore une fois, si les mêmes problèmes qu'il y a déjà là maintenant ne sont pas résolus, on va se retrouver dans la même situation. Et donc, c'est d'où la question, c'est quand la prochaine fenêtre? Ça va être quoi? Ça va être l'Euro 2029? Ça va être... 2029, c'est loin, hein? C'est très loin. On sera tous papas d'ici là. Toi en premier, hein. Non, mais je veux dire, en 2029, c'est dans 3 ans et demi, 4 ans. Je veux dire, Toumani sera dans son prime, AJ entrera dans son prime. Il y a toute une partie de la génération qui nous a menés vers ces euros successifs qui ne sera plus du tout là. 2029, ça m'étonnerait que Manu Lecomte soit encore là. Ça m'étonnerait aussi que Retino Bassoane soit encore là. Ce sont 2 exemples de nos tauliers qui étaient là jusqu'à présent. Parlons pas de Mouema, Toumba, qui voilà. C'est la fin de carrière aussi, tranquillement. Donc voilà, c'est vrai. Du côté des garçons, on a manqué quelque chose. Et donc, je serais curieux. Et encore une fois, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on va aller poser les questions de savoir c'est quoi le plan à moyen et à long terme pour que le basket belge retrouve sa place. Et il y a juste quand même une chose qu'il faut préciser quand même, en parlant de nos joueurs NBA, ils ont envie de venir en équipe nationale. Donc c'est pas du tout une question de volonté. De volonté. Et, eux ont vraiment, et on les a rencontrés, on a parlé aussi avec eux, et ils le disent, c'est une question de temps, mais on sera là, on veut être là. Mais voilà, après, il y a besoin d'avoir un déblocage, d'avoir peut-être un renouveau, et je ne parle pas seulement dans le roster vraiment de l'équipe, mais peut-être aussi au-delà. Parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas, mais Dario, c'est officiellement terminé. Oui. Dans moins d'1 mois, il y a la première fenêtre de qualification. Alors, j'ai vu un nom qui commence à sortir. Un Français, exactement, le coach de Nanterre, Julien Mahé. Et je trouve que là aussi, la fédération traîne un petit peu à annoncer les choses. Parce que au-delà du temps qu'il aura, le futur sélectionneur national, avec son équipe pour préparer ces 2 rencontres, quand tu arrives quelque part dans un nouvel environnement, il faut que lui s'adapte, prenne ses aises, etc. Donc j'espère que l'annonce arrivera bientôt, effectivement.
pour clôturer voilà, ce sujet, là, je pense qu'on a parlé La page belge. La page belge, évidemment. Le livre, hein, là. Ah oui, le livre. Ah non, mais là, c'est Game of Thrones. Et t'es belle, hein. Ah, Andreas qui se demande pourquoi il est venu aujourd'hui. Non, ouais, il arrive, les gars, il arrive. Andreas, il est dans les starting blocks depuis tout à l'heure. On a parlé un peu d'athlétisme. Nafi, il est là. Let's go. Allez, let's go. Bon, les amis, vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations. Bon, pour les jeunes, il y a des questions qui se posent pour les moins jeunes, les hommes, les messieurs comme les femmes. Il y a d'autres questions qui se posent. On a essayé d'y répondre en partie aujourd'hui, évidemment, parce que le sujet, vous avez vu, il a apporté beaucoup de passion, évidemment. Il y a des vraies interrogations auxquelles on ne pourra pas répondre sur un seul live. Dans tous les cas, suivez les jeunes Belges, les équipes nationales avec nous sur The Jeune Basket, évidemment, parce qu'on va continuer à couvrir cette actualité. Vous allez voir très prochainement sur le terrain et en dehors. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, tout simplement. Et nous, ce qu'on peut souhaiter évidemment aux différents Belges, c'est de faire leur meilleure saison possible. Il y a une belle génération qui arrive, que ce soit en côté féminin comme côté masculin. Féminin, on parlait d'Alicia Courtois, voilà, d'autres joueuses. Côté masculin, évidemment, Aaron ou simplement nos NBAers. Et tout ça, ça arrive. Je pense que, Alex, avant de clôturer ce page belge, je te dis, pourquoi pas faire la petite projection de nos joueurs en NBA? Ouais, quand même, parce qu'on est à 2-3 jours de la reprise NBA. Donc, ouais. C'est imminent, là. Pour rester et conclure effectivement sur ce volet belge, voilà, donner nos prédictions, tout simplement. Moi, je vais pas y aller par 4 chemins. Non. Je peux aller par 4 chemins, tout Manuel Star. La séquence. Non. Les Jesse Zema. La séquence. Du calme. Non, je vais vous citer les statistiques de la saison dernière. C'est parti. Alex, il adore les chiffres. Hein. Oui. Et les projections qui sont données par différents sites américains pour la saison à venir. Balance. Donc Toumani, concrètement, c'est 11,3 points la saison dernière, 5,8 rebonds, 2,2 assists, 1,1 steal, donc interception, 0,6 contre par match, mais on sait que son influence sur le terrain, c'est très souvent dans les choses qui ne se le voient voir pas. pour le sentir. Exactement. C'est un top 10 au Depoy, au défenseur de l'année. C'est une second defensive team All NBA. All NBA. All defensive team, ouais. Donc ça, c'est l'année dernière. Pour la prochaine saison, les projections, c'est ça. C'est 6,6 rebonds, 2,4 assists, 1,6 steals. On se rapproche d'un bloc par match et 12,4 points. Moi, je trouve que c'est sous-évalué pour Toumani. On l'a vu sur le premier match, là, avant qu'il soit remis de côté pour des problèmes de genoux. On espère Toumani, on espère que tu seras rétabli pour la reprise. Moi, je pense que Toumani peut devenir une 3 4e option offensive derrière Denis Advia, derrière Shadon Sharp. Surtout actuellement. T'as qui derrière? Parce que pour moi, défensif. Scott Anderson éventuellement. Mais... Jeremy Grant ne sera pas titulaire. Je parle dans le 5. Ah oui, pardon. Honnêtement, Toumani peut monter pour moi à 15 points. Oui. Peut aller chercher ses 7-8 rebonds. Ouais, vas-y, va chercher les 3-4 assists. Et puis fais ce que tu sais faire de mieux. Défends comme un chien. Sors la boîte, enterre-les tous. On est prêt. Et cette année, c'est top 5 Depoy. Et c'est first defensive team, All NBA, je vais y arriver. Allez, on y va. Moi, je crois de ça, toute c'est manière, mes prédictions à moi. Non, mais on concorde de toute manière. Je pense que Bastien, la Force Defensive Team, déjà cette année, on était en mode, franchement, il y avait de la place. Il y avait de la place, ouais. Et voilà. Et donc, forcément, si on va de manière cohérente cette année pour Toumani, let's go. Allons chercher cette Autant Force le Team. D-Boy, il va y avoir une mainmise. Et il n'y a pas besoin pour Toumani de faire de grosses stats. C'est ce genre de joueur qui, s'il met pas ses 20 points, on s'en fout parce qu'il aura mis 6 points très importants. Il aura défendu tout le match sur le. On oublie quelque chose. Mur c'est attaquant. Anthony Simons n'est plus là. C'est ça que j'allais dire. Beaucoup de tickets chauds qui sont à redistribuer. L'effectif est beaucoup plus épuré. Il y a, je pense, une vraie hiérarchie maintenant. C'est, je pense, ce sera plus clair. Denny en 1 et Shadon, voilà, 1-2. Et puis après, beaucoup plus de la place pour Toumani, pour les autres joueurs. Parce que l'an passé, avec Ayton, avec Anthony Simons, avec une fois Shadon Sharp, Scoot, c'était un peu trop le bazar. Ouais. Attention à Jérémy Grant qui a précisé qui va pas passer la Jérémy, j'ai une nouvelle pour toi, tu vas être tradé, mon grand. Ah ouais, non, il va pas passer. Il va pas passer. Continue à mettre des 15-20 points en début de saison, comme ça, et tu vas partir au Kings. Ça va être et pour terminer, pour AJ, on lui souhaite avant tout de jouer. Parce que la longue période d'indisponibilité qu'il a eue, c'est ça qui a freiné sa belle montée en puissance dans l'équipe qui était championne. Il a joué la Summer League. On lui souhaite de jouer. On sait que techniquement, c'est extraordinaire. Techniquement, c'est parfait. Techniquement, c'est parfait, Philippe Alvé. À montrer dans toutes les écoles. On lui souhaite juste de jouer parce que AJ Mitchell sur un terrain de basket, ça nous régale. Ça nous régale. Mais
Je vais redonner les statistiques de la saison dernière. C'est 6 points et demi, 1,9 rebonds, 1,8 assists, tout ça en 16 minutes de jeu. Effectivement, ça ne fait que 36 matchs. Et pour la saison à venir, là, les statistiques, les projections, elles sont ouf. C'est 15 points pour EJ. 15 points, 4,7 rebonds, 4 assists tout pile, une interception et demie. Tout ça en... Attendez, le nombre de minutes, je ne les vois pas. Soit, c'est pas grave. Ça, c'est les projections. Eh bien, figurez-vous que moi, je suis assez d'accord. Pour 2 raisons. 2 raisons, c'est qu'on l'a vu premier match de pré-saison. En 16 minutes avant de se blesser à la cheville, il était en train de mettre la misère sur le terrain à tous ses adversaires. Et deuxième chose, malgré la blessure, grâce à sa bonne Euroleague, grâce à sa bonne préparation, même si on sait que la pré-saison a été entachée. Tu veux dire. T'as dit Euroleague, mais c'est pas grave. Oui, Summer League, pardon, autant pour moi. Summer League, et même si sa préparation a été un peu entachée de pépins physiques, les déclarations de Mardegno à son encontre sont plus qu'élogieuses. Et donc je pense que honnêtement, EJ cette année, s'il est débarrassé de ses soucis de santé et qu'il vit une deuxième saison chill, il le dit lui-même, la première saison il fallait s'adapter au rythme. Là il a l'impression que tout va un peu plus lentement et que donc il est plus à l'aise sur le terrain. EJ, je le dis, il est dans la course au 6e homme de l'année. Bien sûr. Sur ça, je te rejoins pleinement. Par contre, en fait, sur les 15 points, c'est justement la hiérarchie avec OKC qui a une équipe loaded, comme on dit dans le milieu. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, il a la confiance totale de Mardegno. Il a montré des belles choses. Donc, sur le talent, on le sait que c'est un joueur intelligent. En fait, avec le peu d'opportunités qu'il a, il en met tellement. Il est tellement smooth. C'est incroyable. Il y a pas Brunson. Il y a pas 2 profils comme lui dans cette équipe. Il y a plein d'arrières meneur, on va dire, mais lui c'est un pur meneur, c'est le seul pur meneur de l'équipe. Shea n'est pas un pur meneur, t'as Caruso, t'as Cason Wallace, c'est pas des purs meneurs, c'est des combo guard slash, donc lui il a un profil unique dans son équipe et c'est là où il peut apporter sa plus-value, je pense. C'est certain. En tout cas, c'est certain que AJ et Toumani auront des minutes de jeu dans un registre différent. On prie juste pour qu'il joue, c'est tout. Dans un registre différent. AJ, en tout cas, bon, je lui avais demandé, mais je crois qu'il sera OK. Il nous avait précisé que voilà, il s'était foulé à cheville, ça vous l'avez vu en pré-saison. Je lui demandais est-ce que ça va, est-ce que tu vas jouer le premier match. Ça a l'air d'aller. Il nous a dit que voilà, ça devrait aller. Il n'est pas encore certain. Pas de stress, de toute façon. C'est long. Il n'était pas encore certain au moment où on lui a demandé qui jouera le premier match. Ça ne dépend pas que de lui. On verra comment ça évolue. Ah ouais. Mais en tous les cas, c'est bénin. C'est ça que je veux dire, que s'il ne joue pas le premier match, il jouera les prochains. Vous attendez pas. Voilà. N'ayez pas peur pour AJ. Il arrive. Et Toumani, pareil. C'est des petites blessures qui ne devraient pas les ralentir trop longtemps. Et vous allez en entendre parler de toute façon parce que nous, on va le gueuler toutes les semaines. Alors là, montez dans le train The Bejan Basket, montez dans le train Toumani AJ parce que cette saison, ce que vous avez vu là, c'était historique pour la Belgique. Et bien là, on va passer encore à une autre étape, les amis. Et ce sera évidemment sur The Bejan Basket. Il y aura du highlight, il y aura de l'interview, il y aura ce que vous voulez. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'il faudra être accroché. Et alors, j'ai juste envie de dire, AJ, si t'es aussi bon sur le terrain que t'es sympa, t'es 2 fois champion. Oh, ça, c'est beau. Oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a une très belle petite interview un peu ça va cosy, vous donner faim. Ça va vous donner faim parce qu'il parle de bouffe quasiment tout le temps. Oui. Et il y a Quick juste à côté. Un petit arrêt. Entre Bastien et AJ, c'est toujours disponible sur YouTube, sur Instagram. Sinon, il y a l'interview avec AJ qui date déjà de début d'année passée que j'avais fait avec lui, qui était aussi très chill. Donc, si vous voulez vous refaire, ça n'a pas périmé, ça n'a pas pris une ride. Et certainement qu'on les aura encore, que ce soit avec Alex, Bastien, Andreas, moi-même, on les aura encore nos NBA à d'autres occasions. Voilà, ça c'était pour la séquence belge de Bastien. Bastien, merci de nous avoir emmenés dans cet univers. Avec plaisir les gars, et merci aussi de votre contribution parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de choses à dire et on a dit énormément de choses. Tout à fait. En tout cas, il n'y a pas tout qui est au montage. Gilles, tu coupes beaucoup. Elle était belle. Une dédicace à Gilles, évidemment, qui va monter ce live. Les amis, dernière chose, voilà, donc cette année, récemment, sur Bejan Basket, il y aura des jeunes, il y aura du basket féminin, il y aura du basket masculin, que ce soit Euroleague, NBA, WNBA, you name it, on arrive fort. Donc, et n'oubliez pas, toujours, c'est la Belgique qui gagne. Exactement. Allez, à très bientôt sur The Bejan Basket.